Et je vous disais donc, notre invité ce midi, notre Zoom, surtout sur l'antenne de DC Radio, c'est sur ce 69e anniversaire de la libération de Gap, c'était en 1944. Et avec nous pour en parler, Jean-Pierre Rébaud, notre historien bien connu, qui a pensé bonjour. Eh bien, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de DC et bonjour à toute l'équipe. Alors justement, cette libération, ça fait 69 ans. Sur Gap, ça s'est déroulé en 1944. Comment ça s'est déroulé dans les grandes lignes? Puis on en reparlera bien entendu beaucoup plus après, mais cette libération de Gap, le temps fort. Eh bien, je veux dire que si on parle de libération de Gap, c'est que Gap a été occupé. Et il a été occupé par les Italiens d'abord, et puis ensuite par les Allemands à partir du 1er septembre 1943. Donc pendant à peu près un an, il y a eu la Gestapo surtout, avec son chef Léo Nugens, qui a fait régner la terreur dans les rues gapençaises, et surtout la fameuse villa Maioli, docteur Maioli, qui était située entre le lycée Saint-Joseph et Sévigné actuellement, et qui a été démoli. Et bien sûr, c'était le lieu de torture, à l'abri des regards et des oreilles des gapençais, malheureusement. Alors justement, avec cette occupation qui a été très dure, c'est ça, sur la ville gapençaise notamment, plus dure qu'ailleurs dans le département peut-être? C'est-à-dire, c'était le chef-lieu. Donc, le principal des troupes allemandes était stationné à Gap et au col Bayard. Il y avait 850 soldats allemands et polonais qui quadrillaient la ville, les alentours de la ville de Gap. Alors face à cette occupation, la résistance gapençaise, j'imagine, se met en place également, comme partout en France. Eh bien, effectivement, oui, effectivement, les jeunes et moins jeunes gapençais ont commencé à tirer des tracts. Donc l'imprimerie Ribot a justement tiré clandestinement des affiches. Les jeunes se sont fédérés. Les gapençais et les Walpins ont été fédérés, comme dans tous les autres départements, dans la force française d'intérieur, c'est-à-dire les FFI, et le principal personnage des Hautes-Alpes qui était à Gap, c'était Chézier qui était sur la place de la cathédrale, la place Saint-Arnoux, et son nom j'allais dire de jeune fille, non, son nom de garçon, d'homme civil, c'était Paul Hérault, dont on a donné le nom au lycée Paul Hérault, mais son nom de guerre, c'était le commandant Dumont. Et le commandant Dumont, c'est lui qui a préparé toute la libération de Gap. Et le 8 août, il y a eu une grande réunion de tous les chefs des diverses obédiences, j'allais dire, les scouts, les francs-tireurs, etc., communistes, droite, catholiques et tout, se sont réunis à La Rochette, et le commandant, sous les ordres du commandant Dumont, donc, qui a préparé cette libération. Malheureusement, le lendemain, le 9 août, le commandant Dumont allait avoir une entrevue à Sisteron avec les Américains qui avaient débarqué à partir du 15 août, le débarquement de Provence. Vous n'êtes pas sans savoir que les Alliés avaient débarqué depuis l'Afrique du Nord en Provence à partir du 15 août. Et là, nous sommes donc le 8 août. Déjà, il y avait la préparation donc, de ce débarquement. Et le commandant Dumont donc, part avec un gendarme en moto. Et malheureusement pour lui, c'est que le gendarme est en tenue et ils sont tombés au logis Neuf. Ils sont à l'embranchement de la route de Nef, en allant sur Tallard, ils sont tombés sur une colonne allemande. Et la colonne allemande, bon, ils n'étaient pas idiots, lorsqu'ils ont vu un gendarme en tenue qui conduisait un civil, ils ont pensé que c'était un gros poisson, on va dire. Et malheureusement, donc, le gendarme a été tué de suite, le commandant Dumont a essayé de s'échapper sur la colline, et malheureusement, bon, ben, il a été tué par les Allemands. Comment ça se passe du coup, sans ce commandant Dumont qui était un petit peu le fédérateur de toute cette libération? Comment ça va se passer du coup après pour les troupes pour se réorganiser et pour arriver finalement à cette libération de Gap? Eh bien, il avait un adjoint, hein. Donc l'adjoint c'était Étienne Moreau, alias commandant Dumas, et qui a pris sa suite donc à partir du 9 août jusqu'à la libération de Gap le 20 août. Donc. Et parce qu'il faut dire aussi que le commandant Dumont était un alpiniste confirmé et un meneur d'hommes. Donc il avait formé, je vais dire, ses adjoints, ses lieutenants, il les avait formés vraiment tels qu'il le désirait lui-même. Et donc
le commandant Dumas, donc Étienne Moreau, a pris contact par la suite avec les Américains. Les Américains devaient monter depuis Sisteron, aller sur Lyon, par Aspres-sur-Bièche et éviter Gap, mais les Allemands qui commençaient déjà, ils avaient compris qu'ils avaient perdu la guerre, donc ils commençaient déjà à se rendre, et ils ne voulaient pas se rendre aux maquisards qu'ils considéraient comme des terroristes. Donc ils voulaient se rendre à une armée régulière. Donc le commandant Moreau a réussi à convaincre une équipe américaine de venir à Gap par la route de Veynes et donc de venir préparer la libération de Gap. Et ce fameux 20 août, du coup, ils arrivent, c'est ça Et bien voilà, donc disons déjà le 15 août, 16 août, il y a eu quelques bombardements par les Alliés, les Anglais, etc. Et puis surtout le 19 août, les Alliés ont bombardé ce qui est maintenant là où il y a Intermarché, c'était le garage Charmasson à l'époque, et c'est là qu'il y avait la réserve de carburant des Allemands. Donc c'était les points stratégiques qu'il fallait déjà pour la préparation de Gap. Et le 20 août, effectivement, donc les troupes sous les ordres de Drouot-L'Hermine, qui était le chef FFI de la Drôme, le capitaine Tortel, le lieutenant Mermet, les scouts sont descendus depuis Bayard, Charance, puis Mort. Une équipe est venue de la bastille Ancel, Seymens, et c'était tout ça, bien sûr, coordonné par le commandant Moreau. Donc ça, c'était dans la journée du 20 août, donc avec l'appui, donc j'ai dit, des Américains, le capitaine Piddington, donc une rue porte son nom maintenant à Gap, ils sont arrivés, eux, par la route de Veynes. Hein. Et il y a eu un combat dans l'après-midi contre les Allemands à Plimort, et les groupes ont quand même réussi à se regrouper, et à 17h, ont vraiment libéré Gap, ainsi que les casernes des Michel et Régnier, bien sûr que c'était là vraiment les QG des Allemands, avec l'hôtel Lombard, et comme j'ai dit tout à l'heure, la villa Maioli. Alors j'imagine qu'après cette libération de 17h, c'est précis, de Gap qui est symbolique, il y a tout le travail aussi dans tout le département, après de libération des Hautes-Alpes et de combat contre les Allemands. Comment ça se déroule après cette libération qui est très symbolique pour le coup? Eh bien, c'est vrai que la libération de Gap était vraiment, c'était le chef-lieu, c'est toujours le chef-lieu du département, bien sûr. Eh bien, disons qu'autant le commandant Dumont que le commandant Dumas n'ont pas voulu qu'il y ait vraiment de sang versé. Et le jour de la libération, il y a quand même eu, donc, comme je dis, 650 prisonniers. Il n'y a eu qu'un Allemand qui a été tué, un de la Gestapo, et malheureusement le lieutenant Boiramé, qui lui était le chef des résistants d'Ancel, qui descendait vers ce qui est maintenant le quartier La Justice, hein, donc à Beauchâteau. Et bien le pauvre, il s'est fait, les Allemands se repliant vers Embrun, et bien il s'est fait tuer le jour de la libération, et malheureusement son épouse était enceinte, et voilà, et son fils, donc Alain Boiramé, qui est un très bon copain, eh bien il n'a pas pu voir son papa. C'est ce que vous disiez, il arrivait dans ça a vraiment été un mouvement de tout le département pour arriver à libérer ce chef-lieu qui est Gap pour ensuite libérer tout le département. C'est vraiment une fédération de tous les habitants des Hautes-Alpes pour arriver à... Voilà, effectivement, tous les maquisards, puisqu'il y avait des maquis dans le Champsaur, il y avait des maquis à Montclus, il y avait dans le sud du département, dans le nord, dans le Champsaur, dans le Briançonnais, dans l'Emprunet, le fameux maquis de Boscodon, bien sûr, tous les maquis étaient dans les coins les plus reculés pour pas être vite pris par les Allemands, quoi. Hein. Et entre autres, eh bien, Briançon, donc par la suite, a été libéré la première fois le 23 août, mais malheureusement, comme Briançon, ville frontière, eh bien, les Allemands étaient encore près de la frontière, dans les forts, eh bien, Briançon a été repris quelques jours après le 23 août, et finalement n'a pu être libéré définitivement que le 6 septembre 1944. Finalement, ça a été beaucoup plus compliqué de libérer tout le département plutôt que la ville de Gap. Ça s'est fait assez rapidement, la ville de Gap, c'est particulier quand même. C'est-à-dire que le département a été libéré au fur et à mesure de la reddition des Allemands. Mais comme je dis, les Allemands, ils étaient basés à Gap, quoi. Hein. Et bien, c'est pour ça que lorsqu'il y a eu la signature avec les Américains, quoi, hein, qui était vraiment une armée régulière, et les Allemands voulaient
Enfin, je parle Il bien. était hors de question de signer avec des maquisards, il fallait Voilà, vraiment mais signer... lorsque je parle des Allemands, je ne parle pas de la Gestapo. Je parle vraiment de l'armée régulière allemande qui était donc stationnée à Gap, qui avait donc ses quartiers généraux, comme j'ai dit, ils avaient les quartiers généraux donc à des Michel et les casernes, quoi, et la caserne Régnier. Mais en plus, ils avaient bien sûr rue Carnot, il y avait l'hôtel des négociants, il y avait l'ancien hôtel Lombard, qui était vraiment leur QG, belle oreille, etc. Quoi, hein. Donc tout ça, il a fallu le faire par petites étapes, mais bon, ils étaient prêts à j'allais dire, à capituler, quoi, hein, puisqu'ils savaient qu'ils avaient perdu la guerre, quoi, à ce moment-là, quoi. 69e anniversaire donc demain de la libération de Gap, à un moment qu'il faut garder bien sûr en mémoire pour tous les Hauts-Alpins. C'est toujours important ces commémorations pour se rappeler aussi, comme vous faites aujourd'hui, nous raconter ce qui s'est passé, vraiment y rappeler un petit peu là, il faut que les gens se rappellent, hein, la mémoire c'est la mémoire, hein. Il y en a qui font du reniement des camps d'extermination, il faut se rappeler que ça existait. Moi j'ai moi-même un cousin qui a été arrêté à 19 ans en 1943 après Gentil avec l'abbé Poutrin, et bien à 19 ans il était au Baumette et il mangeait comme un chien menotté par terre dans une écuelle. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est justement ces jeunes-là qui après se sont partis dans les maquis. Lui est parti dans le Dévoluy, mon père est parti dans l'Ubaye. Et bien voilà, c'est tous ces gens-là. Bon, je ne parle pas que de ma famille, bien entendu, hein, puisque tous les Hauts-Alpins, en majorité, ont été quand même, j'allais dire, du bon côté. C'est facile de dire du bon côté. Lorsque la guerre est finie, le maréchal Pétain, il faut quand même se rappeler que c'est lui qui avait gagné la Première Guerre mondiale. Donc il y avait sa photo quand même dans toutes les mairies de France. Comme à l'heure actuelle, on a la photo du président de la République actuelle, quoi, hein. Donc François Hollande. Donc il faut se rappeler quand même, mais enfin il y a des gens qui ont quand même eu la prémonition de se rallier au général de Gaulle, et en particulier les Hauts-Alpins ont été parmi ceux-ci vraiment des résistants, puis en plus avec le terrain que nous avons montagneux et qui était propice à se cacher des Allemands, puis en plus, disons que les fermiers, etc., ravitaillaient les maquisards, hein, donc il fallait qu'ils aient des vivres, et puis aussi des munitions, des fusils, donc ça se faisait aussi comme ça, quoi, hein. Il y avait la collaboration, enfin je parle bien de la collaboration avec les maquisards, de la part de la population. Le terrain, les Hautes-Alpes étaient propices dans tous les cas, oui, ce que vous disiez aux maquisards, puisqu'un terrain montagneux, il y avait quelque part un avantage des maquisards dans le département par rapport à la... Alors il y avait à la fois l'avantage, et puis après l'inconvénient, c'est que par exemple, comme le maquis de Monclus, eh bien, il fallait qu'ils descendent sur la route, et lorsqu'ils descendaient sur la route, ils tombaient sur une colonne allemande, ben, ils se sont fait piéger plusieurs fois. Jean-Pierre Rébaud, merci d'être venu nous raconter un petit peu l'histoire de cette libération, 69e anniversaire, donc demain, avec des cérémonies notamment à Gap à partir de 18h. Eh bien oui, il y a déjà le tour des stèles des gens qui ont été fusillés autour de Gap, hein, donc Rousse de la Luye, comme je dis tout à l'heure, Boiramé à la justice, puis d'autres il faut aussi qu'on se rappelle de l'Aille, hein, je ne vais pas parler de l'Aille, mais en 1944, le village de l'Aille a été brûlé, hein, par les Allemands, et en particulier, il y a 2 scouts gapençais qui sont morts là, Henri Vallon et puis Amédée Parra, qui ont des rues, heureusement, il y a des rues qui leur sont dédiées à justement le souvenir de ces jeunes scouts qui ont été aussi particulièrement méritants et audacieux. Merci Jean-Pierre Rébaud d'avoir été avec nous ce midi. Eh bien, à bientôt et merci beaucoup pour l'invitation.